Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les membres du SPPG ont rencontré le président de l'Ultergui au siège de l'association. La question sur la signature de la convention était au centre des discussions. L'affaire de détournement incriminant la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle continue de faire grand bruit en Guinée. Vous aurez la version du ministre du Budget dans ce journal. Et puis, le magistrat Doura Chérif a rejoint sa dernière demeure ce vendredi. Les échos, c'est dans un instant. La Guinée va de crise en crise ces dernières années. La situation perdure et inquiète les citoyens. De l'avis de certains analystes politiques, l'unique sortie de crise reste la formation d'un gouvernement d'union nationale. Bintou Souma pour plus de détails. Depuis 2019, la Guinée fait face à une crise sociale et politique qui découle des manifestations du FNDC et de l'opposition. Les citoyens sont inquiets. Pour cet analyste politique, la situation n'est pas nouvelle. Toutefois, il donne ce qu'il estime en être quelques raisons. C'est d'abord des logiques personnelles. C'est-à-dire que vous avez au sein de la classe politique un certain nombre de personnes qui ont des intérêts. Et puis vous avez aussi des intérêts catégoriels qui peuvent se caractériser par une espèce de formulation au sein même des actions, des appareils politiques. Et vous avez des crises qui se perpétuent, dont on ne trouve pas les solutions. Puis voilà, l'autre chose, c'est que les élections étant un conflit jeune, chez nous, on n'arrive toujours pas à les placer dans un contexte régulier, normal, avec à la fois des règles qui les régissent et dont les règles qui soient respectées par tous. Malgré toutes les contestations qu'il y a eu, Alpha Condé va briguer un troisième mandat. Cabinet Fofana propose des solutions de sortie de crise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faille faire, c'est aller vers un gouvernement d'union nationale, parce qu'après, la réalité, c'est que les institutions qui sont les légales, donc qui valident les élections, on valide en réalité les élections. Là, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'opposition soit réaliste et qu'elle s'organise surtout. Il faut apaiser. Le pays en a besoin. Il faut faire le plus de consensus possible pour vraiment amener ce pays au calme, à la paix, parce qu'on en a forcément besoin en tant que citoyen. Alpha Condé sera investi le 15 décembre prochain pour un troisième mandat. Pendant ce temps, les opposants projettent une manifestation le même jour. L'affaire de détournement incriminant la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle continue de faire grand bruit en Guinée. Ce jeudi 10 décembre, le ministre du Budget, Ismaël Diobaté, a levé un coin du voile sur le prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens. Suivez. La première activité, c'est l'organisation des concours de sortie et de recrutement au niveau de l'enseignement technique. Ça fait 2 ans. Le budget prévoit, au titre de cette action, 27 milliards de francs guinéens. Cette année, donc, c'était effectivement inscrit dans le budget du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le montant de 27 milliards de francs guinéens, qui devrait servir à la fois au concours de sortie et aux examens d'entrée pour les écoles professionnelles. L'enseignement technique pour chaque salle d'examen mettait 15 candidats par salle. Et donc 30 candidats par salle en 2019. Pour respecter les barrières sanitaires, on a mis 15 candidats par salle. C'est ce qui a amené à accorder un crédit supplémentaire de 15 milliards à l'enseignement technique qui fait 43 milliards et quelques. À date, les 35 milliards sont sur le compte du payeur général du Trésor. Parce que tout simplement, il y a une notion sacro-sainte en matière de finances publiques, c'est le service fait qu'on paye.
Les matériels ne sont pas livrés encore, donc aucun montant n'est sorti, et que toute la comptabilité est là. La phase administrative et la phase comptable sont là, mais il reste seulement les paiements. Mais puisque le service fait n'est pas accompli, il n'y a pas eu de réception des équipements, il n'y a pas eu il y a aucun avis qui a une attestation de certification pour dire que ce qui a été dans les cahiers de charges sont conformes à la livraison, le montant est là-bas. Aucun franc n'est sorti sur ce montant. Les membres du SPPG ont rencontré ce vendredi le président de l'URTELGUI au siège de l'association, une première depuis la prise de fonction de la nouvelle équipe syndicale des journalistes. Les discussions ont porté sur l'amélioration des conditions de travail des hommes de médias, notamment la signature de la convention collective et l'obtention des cartes de presse professionnelles. Arfa Oumar Diallo, Sayoun Kamara. Prise de contact officielle entre le syndicat des journalistes et l'Union des radios et télévisions libres de Guinée ce vendredi. La secrétaire générale du syndicat de la presse privée de Guinée a profité de l'occasion pour mettre leurs préoccupations sur la table. Dans le terrain que nous sommes en train de mener sur le terrain, il est important de venir rencontrer les responsables de cette structure, leur présenter éventuellement la nouvelle équipe dirigeante du syndicat, mais également mettre sur la table nos préoccupations par rapport au rayonnement de la presse guinéenne. Et c'est pourquoi nous avons demandé au président de l'URTELGUI, qui est d'ailleurs le président de la commission. Pour le responsable de l'URTELGUI, cette rencontre n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour nous, parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans une institution ou dans une association comme ça, il est important, lorsque la nouvelle équipe prend fonction, qu'on parte vers les partenaires directs, les partenaires de première main, afin de prendre connaissance, afin de présenter la nouvelle équipe. Donc c'est dans ce ordre d'idée que nous avons aujourd'hui reçu cette équipe qui est d'ailleurs dirigée par une dame, ce qui est aussi une avancée majeure dans la promotion de la scène féminine d'Angola. Depuis des années, la signature de la convention collective demeure la plus grande bataille du syndicat de la presse privée de Guinée. Les embouteillages, le quotidien des citoyens de Conakry, ils s'accentuent pendant l'année scolaire, surtout lorsque des écoles sont en bordure de route. Aux heures de pointe, la situation est alarmante. Reportage Kadia Toubari et Ibrahima Khalil Silla. Chaque habitant de Conakry, ou presque, a au moins une fois manqué un rendez-vous important à cause des embouteillages. Des files de véhicules à perte de vue, matin et soir sur les routes primaires et parfois secondaires. Les chauffeurs de taxi n'en peuvent plus. Nous, les chauffeurs, le matin, on a des difficultés des embouteillages. Et surtout, il y a beaucoup d'écoles qui sont construites à bord de la route. Vraiment, ça nous fatigue trop. On demande à l'État de nous aider pour diminuer l'embouteillage là. Sinon, nous ne gagnons rien dans la journée. Il va commencer à 8h jusqu'à 18h. Il y a beaucoup d'embouteillages ici. Ici, il y a le bâtiment ici, à Conakry, ici. C'est pas bien lotissé, quoi. La construction des écoles au bord des routes n'arrange pas les choses. Au-delà des embouteillages, il y a des risques élevés d'accidents pour les élèves, selon ces citoyens. La construction des écoles au bord de la route a des inconvénients, surtout avec les enfants. Pour la traversée, ça peut occasionner des accidents et ça peut même créer des embouteillages. Par exemple, ici, à Koza, je rencontre souvent des écoles qui sont même auprès des rails. Le message que j'ai à lancer par rapport à ça, c'est que l'État doit beaucoup s'impliquer de veiller à la protection des enfants qui vont à l'école. Pour la sécurité des élèves et la fluidité de la circulation, l'État doit veiller à ce que les écoles soient construites dans des endroits éloignés des routes à grande circulation.
Considérée comme la journée la plus importante de la semaine en islam, le vendredi traduit littéralement Juma qui signifie le jour du rassemblement. Si toutes les prières de la semaine sont obligatoires, elles restent peu visibles puisqu'essentiellement privées. Celle du vendredi est singulière car elle regroupe les fidèles pour faire une prière commune. Plus de précisions avec Yaye Oumoubari et Alassane Souma. Le vendredi est une journée symbolique pour la communauté musulmane de son nom arabe Jumu'ah qui signifie le jour du rassemblement. Cette journée revêt une grande importance selon les prescriptions islamiques. Et dans les jours aussi dans la semaine, le jour le plus important, c'est le vendredi. Pourquoi c'est le vendredi? Dieu a créé ce monde-là le vendredi. Il a créé notre père Adam le vendredi. Il a soufflé l'âme dans le corps de Adam le vendredi. Le prophétie de Mahomet l'a relevé le vendredi. Et même dans la parole prophétique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: essayez de prier abondamment sur moi le jour du vendredi. Inch'Allah, je vais vous les restituer après. Selon l'enseignement de l'islam aussi, la fin du monde, ça sera un vendredi. Et la journée du vendredi, c'est le jour où Dieu exauce nos prières nocturnes. Contrairement aux autres jours de la semaine, le nombre de rakats pour la prière du vendredi est particulier. Les grands savants musulmans, qui est Al-Fuqaha, ils nous disent que l'origine de la prière, c'est 2 rakats. Mais la prière du vendredi a pris 2 et aussi c'est le sermon qui va compenser les 2 rakats. Y compris, c'est une fête aussi. Et la fête, ça veut dire que Dieu nous a recommandé ça, c'est 2 rakats. Ce prédicateur rappelle l'utilité du sermon ou la koutuba du vendredi qui se compose généralement de 2 parties séparées par un court moment de silence et de réflexion. Le sermon du vendredi nous donne la chance, tous ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être de coopérer avec des imams durant les 6 jours, mais Inch'Allah, le vendredi peut venir, il saisit quand même ces sermons-là et ce sermon peut le servir, Inch'Allah, au cours de sa vie. La journée du vendredi est sacrée, cependant, elle ne devrait pas être la seule journée de prière et d'obéissance à Dieu par les musulmans. Levé du corps de Doura Chérif, ancien magistrat à la cour d'assises de Conakry. Doura Chérif est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites de Covid-19. Aïssatou Lamarana Diallo, Ibrahim Paye Kamara. Doura Chérif, décédé dans la nuit de samedi 5 à dimanche dernier à Conakry des suites de Covid-19, a rejoint sa dernière demeure ce vendredi. La levée du corps a eu lieu à l'hôpital sino-guinéen en présence de sa famille et certains membres du gouvernement. Le président de l'association des magistrats de Guinée a rendu un dernier hommage aux défunts. Doura Chérif, puisqu'il s'agit de lui, était doté de cette extraordinaire capacité de faire émerger de la mémoire les préceptes des enseignements traditionnels et modernes, au service non de la certitude, mais de ce qu'il appelait une horizon de vérité. Il faut dire que le parcours de Doura ressemble à l'ouverture d'un manuel de l'histoire de la lutte de la Guinée contre le grand banditisme. Il en fut une sorte de héros national. Homme de droit, Doura Chérif était aussi père de 5 enfants. Un homme bon, un homme simple, qui avait des liens avec tout le monde. C'est-à-dire que ce soit le Guinéen lambda ou les élites de ce pays. C'était quelqu'un d'exceptionnel. En famille, c'était notre ami, notre confident. Et donc c'est une grande perte et il laissera un grand vide auprès de nous. Diplômé de l'Institut Polytechnique de Conakry en 1975, l'ancien magistrat a contribué à la formation de nombreux jeunes dans le domaine judiciaire. Je fais partie des magistrats qu'il a formés dans ce pays. Donc j'ai beaucoup d'intérêt à dire ce qu'il fut. Il a été un grand magistrat. Il est passé dans beaucoup de situations, de procès dans ce pays. Et le grand procès, le dernier qu'il a eu à gérer, c'est le procès des gangs. Il a été inhumé au cimetière de Cameroun après la prière de 14 heures.
L'ancien chef de l'État, John Dramani Mahama, a refusé ce jeudi de reconnaître sa défaite face au président sortant, Nana Akufo-Addo, réélu pour un second mandat à la tête du Ghana, selon les résultats officiels. Mohamed Traoré, commentaire. Le candidat de l'opposition a refusé d'accepter sa défaite à la présidentielle ghanéenne face au président sortant, Nana Akufo-Addo. Son parti avait déjà annoncé qu'il rejetait les résultats, mais l'ex-chef de l'État ne s'était pas encore exprimé. Peu après, lors d'une conférence de presse, ce jeudi 10 décembre, John Dramani Mahama a qualifié les résultats annoncés par la commission électorale de frauduleux et a menacé de prendre toutes les mesures légales pour renverser cette injustice. Il affirme que depuis lundi 7 décembre 2020, jour du scrutin, des mesures ont été prises pour manipuler les résultats de l'élection en faveur du président sortant, Nana Akufo-Addo, qui d'ailleurs contrôle toutes les ressources de l'État et ses institutions. Selon la commission électorale, Nana Akufo-Addo, leader du nouveau parti patriotique, a remporté 51,59% des voix contre 47,36% pour John Dramani Mahama. À peine un peu plus de 500 000 voix séparent le président sortant de son prédécesseur. Aux États-Unis d'Amérique, l'administration Trump a une nouvelle fois fait exécuter un Afro-Américain d'une quarantaine d'années malgré plusieurs appels à la clémence. Il faut rappeler que les contaminations à la COVID-19 grimpent chez les détenus. C'est un commentaire de Fatoumata Diarra Sissi. Alors qu'il lui reste peu de temps avant de céder la place au nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump n'est pas prêt à dire son dernier mot. Ce jeudi, c'est Brandon Bernard qui a subi une injection létale après avoir été condamné à mort pour sa participation à un double meurtre en 1999 alors qu'il venait d'avoir ses 18 ans. Avant son exécution, Christopher Villalba, son complice, avait subi le même sort en septembre dernier. Par suite, plusieurs pétitions ont été signées pour implorer Trump afin de réduire sa peine. Depuis la dernière exécution fédérale, des voix se sont élevées, à savoir des experts de l'ONU, des évêques catholiques, pour demander à Trump de renoncer à cette décision. Mais le président sortant les ont toutes ignorées malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit dans les prisons. Dans un communiqué, l'avocat de Brandon a déclaré que son exécution est une tâche judiciaire. Il rajoute: Brandon a fait une terrible erreur à 18 ans, mais il n'a jamais cessé de ressentir la honte et de profonds remords pour ses actes. Fin de citation. À en croire nos confrères de France 24, depuis juillet, il s'agit de la 9e exécution fédérale enregistrée aux États-Unis après 17 ans d'interruption. Et 4 autres exécutions sont prévues d'ici la prestation de serment de Joe Biden. Sport, pour finir cette édition d'information, en prélude de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée en 2025, le COCAN a reçu ce vendredi l'entreprise chargée de la réalisation des infrastructures. Objectif échangé sur les projets au compte de cette compétition continentale. Reportage Ibrahima Souribari. C'est dans la salle de conférence du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que des partenaires ont été reçus en présence des cadres du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique et du COCAN. Il a été question de discuter de la réalisation des infrastructures prévues pour la CAN 2025. Ce responsable de la société en charge des travaux revient sur l'objectif de leur mission en Guinée. Nous souhaitons apporter notre expertise technique d'ingénierie à l'entreprise de construction pour des projets structurants de la République du Guinée. En lieu et place des grands hôtels, il y aura des villages CAN. Une proposition du ministre Bantamasso soutenue par l'homme d'affaires KPC. Les villages COCAN, le groupe du COPRES est capable tout de suite de commencer ces travaux-là à les réaliser. Et j'ai même proposé une idée à monsieur le ministre d'État qui consistait à faciliter cela et à réduire les coûts. À cette occasion, le COCAN a fait savoir ses attentes. Nous aurions souhaité, avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en République de Guinée, que le premier stade au moins apparaisse en 2021. Et nous espérons qu'avec l'appui du national, d'Hippocrès, qui est dans cet alliage-là avec GIS,
certainement, nous allons aboutir à des résultats positifs. Ce projet englobe la construction de 6 stades à dimension internationale, des hôpitaux et des infrastructures éducatives. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer et bonsoir chez vous.